Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité chez vous aujourd'hui. Je m'appelle Nadine Pellen. La généalogie et la génétique, ça me concerne, personnellement. En effet, j'ai la mucoviscidose dans ma famille. 2 sœurs de mon père sont décédées de cette maladie. Une en 1953, je ne l'ai jamais connue. L'autre en 1983, j'avais 6 ans. C'est le début de mon histoire avec la mucoviscidose. Cette histoire personnelle, je vais vous la dérouler aujourd'hui, afin que l'on en tire un enseignement. Ma première tante, Bernadette, est morte en 1953. D'après mes grands-parents, elle était maigrichonne. Elle avait le ventre gonflé, des diarrhées, de la fièvre, des glaires, et elle toussait beaucoup. La mucoviscidose, on ne connaissait pas à cette époque. Elle est partie à 16 mois. D'une coqueluche, a dit le docteur. À la naissance de Joël, ma deuxième tante, en 1966, les symptômes étaient les mêmes. Le ventre gonflé, des diarrhées, de la fièvre, des glaires, et elle toussait beaucoup. Mais les chercheurs avaient fait du chemin. Dorénavant, on savait décrire la maladie. Et les malades avaient même constitué une association. Enfin, leurs parents. Parce qu'à l'époque, l'espérance de vie était de 7 ans. Dans le Nord Finistère, à Roscoff, un service s'était ouvert pour prendre en charge ces malades. Joël y a fait un test de la sueur. Elle était très salée, sa sueur. Ça voulait dire qu'elle l'avait. Elle était atteinte de mucoviscidose. C'est le début de mon histoire avec la mucoviscidose. Et cette histoire, elle m'a menée jusqu'à soutenir une thèse de doctorat en démographie génétique sur l'origine de la mucoviscidose en Bretagne. Les résultats de cette recherche sont parus dans cet ouvrage. Rassurez-vous, je ne vais pas faire que parler de moi, mais je voudrais qu'on en tire un enseignement plus global sur la génétique et la généalogie. Parce qu'il y a des liens entre ces deux disciplines. La généalogie, associée à la génétique, permet de tracer l'histoire biologique des êtres vivants. Réunies, ces deux disciplines décrivent les chemins par lesquels le patrimoine génétique a été transmis au fil des générations. On a un lien entre des connaissances très modernes liées à la génétique, techniques, avec le passé des individus, l'histoire des populations qui se lie à travers la généalogie. Cette conférence, aujourd'hui, se propose d'illustrer, à travers un cas concret, l'étude de la transmission d'une maladie génétique au fil des générations sur un territoire donné. Il s'agit ici de la mucoviscidose, mais ce pourrait être aussi bien l'hémochromatose, la tyrosinémie, la drépanocytose. Mon propos est intitulé « Quand la génétique éclaire la généalogie », histoire de la mucoviscidose en Basse-Bretagne. Voici le plan de ma présentation aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais présenter rapidement ce qu'est la mucoviscidose, puis comment est-ce qu'elle se transmet génétiquement, cette maladie. Enfin, je présenterai l'état de la mucoviscidose en Bretagne, avant de faire les liens concrètement dans ma recherche entre la généalogie et la génétique. Et enfin, je conclurai par des perspectives. La mucoviscidose, quels sont ses symptômes? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Et enfin, je vous donnerai quelques chiffres. Les symptômes de la mucoviscidose sont liés à un mucus qui est visqueux, d'où le terme de mucoviscidose. Ce mucus visqueux est lié à un défaut sur le gène CFTR. Ce défaut entraîne un problème d'hydratation, d'où la viscosité du mucus chez les malades atteints de mucoviscidose. La mucoviscidose est une maladie rare. C'est une maladie génétique qui touche principalement les voies respiratoires et le système digestif. Voilà pourquoi on retrouvait chez Bernadette et Joël un ventre gonflé, des diarrhées, de la fièvre, des glaires et de la toux.
La mutation sur le gène CFTR entraîne un défaut de perméabilité des ions chlorure des cellules épithéliales, des cellules de la peau. Ce dysfonctionnement du gène CFTR entraîne une déshydratation et un épaississement du mucus. Ce mucus, on le retrouve dans le système respiratoire, dans le foie, dans le pancréas, dans l'intestin grêle et dans l'appareil reproducteur. Au niveau de l'appareil respiratoire, le fait que ce mucus soit plus épais chez les malades atteints de mucoviscidose entraîne une obstruction des voies aériennes et une insuffisance respiratoire. Au niveau du foie, ce mucus entraîne une obstruction des canaux biliaires et de fait une insuffisance hépatique. Au niveau du pancréas, c'est les canaux pancréatiques qui se trouvent être bouchés par ce mucus et ça entraîne du diabète. Au niveau de l'intestin grêle, eh bien, c'est des occlusions intestinales et une malnutrition. Et enfin, au niveau de l'appareil reproducteur, chez les hommes, il y a une atrésie des canaux déférents qui entraîne une stérilité. C'est-à-dire que les malades atteints de mucoviscidose, les hommes ont bien des spermatozoïdes, mais le canal qui fait circuler les spermatozoïdes vers l'extérieur se trouve être bouché par du mucus et ça entraîne une stérilité. Au niveau des femmes, c'est les glaires cervicales qui sont plus épaisses et ça entraîne une hypofertilité, une moindre chance de pouvoir avoir un enfant, que ces spermatozoïdes puissent passer à travers les glaires et donc féconder les ovules. Tous ces défauts entraînés par cette mutation génétique ne se voient pas. Ça ne se voit pas à l'œil nu sur un malade de la mucoviscidose. C'est une maladie qu'on dit invisible et qui aujourd'hui ne se guérit pas. Ce qu'il faut savoir en outre, c'est que la mucoviscidose touche de la même façon les hommes que les femmes et que ces manifestations sont très différentes d'un patient à l'autre. Certains sont plus touchés au niveau pulmonaire, d'autres au niveau digestif. La mucoviscidose est une maladie chronique dont le dépistage et la prise en charge médicale sont très bien organisés aujourd'hui. C'est une maladie qui n'est pas contagieuse et elle n'affecte en rien les capacités intellectuelles ni motrices. La mucoviscidose est donc une maladie génétique invisible et tous les 3 jours, en France, un enfant naît atteint de la maladie. Enfin, pour finir sur la présentation de la mucoviscidose, je vous donnerai quelques chiffres. En France, la prise en charge s'est organisée à partir de 1964. 2 centres ont été créés en France pour rassembler des malades qui avaient les mêmes symptômes. Un centre à Roscoff, dans le Nord Finistère, et un autre dans le sud de la France, à Gien. À partir de là, à Roscoff, concrètement, le docteur Jehan a pu observer des malades avec les mêmes symptômes et mieux décrire la maladie. À cette époque, l'espérance de vie était de 7 ans. En 1989, c'est une date très importante au niveau de la mucoviscidose puisque c'est la découverte du gène CFTR. À partir de là, beaucoup d'espoir a été développé. On pensait, une fois le gène trouvé, trouver la solution. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Néanmoins, ça a permis de mettre en place un dépistage à la naissance. Ça a commencé en 1989 en Bretagne et ça s'est généralisé en 2002 à toute la France. À partir de 2002, tous les malades atteints de mucoviscidose ont su qu'ils étaient malades, au moins leurs parents, dès leur naissance et la prise en charge a donc pu être précoce. Ça a augmenté l'espérance de vie de nombreuses années et au dernier recensement en 2017, l'âge moyen au décès était de 35 ans. Et l'espérance de vie à la naissance pour les enfants qui naissent aujourd'hui est de plus de 40 ans. Il y a 7000 malades en France atteints de mucoviscidose et nous sommes environ 2 millions de porteurs sains. En Bretagne, il y a environ 500 malades qui sont suivis dans les hôpitaux et les centres de référence.
Comment se transmet la mucoviscidose? La mucoviscidose est une maladie que l'on dit à hérédité autosomique récessive. C'est-à-dire que pour qu'un enfant soit malade, il doit avoir reçu les gènes mutés de ses parents, de ses deux parents. On le voit sur cette image, l'enfant a reçu les gènes horizontaux de son papa et verticaux de sa maman. Son papa et sa maman ne sont pas malades, mais lui l'est par la combinaison de ces deux mutations. Donc la mucoviscidose se transmet de manière autosomique récessive. Il faut vraiment que les deux parents possèdent le gène muté pour qu'il y ait un risque de transmission de la maladie. Et à chaque grossesse, les parents porteurs ont un risque sur 4 de transmettre la mucoviscidose à leur enfant. En 1985, le locus, la localisation du gène de la mucoviscidose fut localisée sur le bras long du chromosome 7. Il a fallu attendre 1989 pour que le gène spécifique de la mucoviscidose, le gène CFTR, impliqué dans la mucoviscidose, soit identifié. Les mutations de ce gène sont responsables de la mucoviscidose. Et le gène CFTR, pour Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator, code une protéine responsable du flux d'ions chlorure. Et comme on l'a vu, c'est ces ions chlorure qui épaississent le liquide produit par les cellules et le rendent visqueux. C'est aussi cette protéine qui est responsable d'une sueur qui est 5 fois plus salée chez les malades que dans la normale. Et l'augmentation de la concentration du sel dans la sueur peut être mesurée lors du test dit de la sueur. Et ce test mesure la quantité de sodium et de chlorure présents dans la sueur. C'est le premier test qu'on réalise toujours aujourd'hui pour prouver qu'un malade a la mucoviscidose. Prenons un exemple plus concret. Représentons nos chromosomes sous forme de pantalon. Nous avons tous 23 paires de chromosomes. Pour qu'un individu soit malade de la mucoviscidose, on a vu qu'il devait avoir 2 mutations sur le chromosome 7. Je vais revenir à moi maintenant et vous donner un exemple concret. Moi, je suis porteuse d'un gène muté. Je ne suis pas malade, je suis porteuse saine. Ça n'a aucun effet sur ma santé. Mais j'ai voulu savoir comment ce gène est arrivé jusqu'à moi. Pour faire simple, je vais continuer avec cette métaphore des djinns. Chez les djinns, au départ, il n'y avait que des brutes, des non-porteurs. Et à cause d'une mutation, il y a maintenant des bicolores. Les bicolores, ce sont les porteurs sains. Et c'est le cas de mes grands-parents. Mes 2 grands-parents, représentés ici par 2 djinns, sont des porteurs sains. Les chromosomes vont toujours par paire. On en hérite un de papa et l'autre de maman. Regardez comment ils se transmettent. Dans le premier cas, on a un enfant qui est non porteur, car il a hérité des gènes bruts non mutés de ses parents. Les 2 cas suivants sont porteurs sains, car ils ont hérité chacun d'un gène non muté et d'un gène muté. Et dans le dernier exemple, le djinn rouge est malade, car il a hérité de chacun de ses parents un gène muté. Et statistiquement, à chaque reproduction, pour un couple de porteurs sains, il y a un risque sur 4 d'avoir un enfant malade. Et là, c'est la loterie. Mes grands-parents ont eu 5 enfants, 2 djinns rouges, 2 enfants bicolores et un autre décédé avant d'avoir fait le test. Prenons un deuxième cas de figure. C'est le cas de mes parents. Ma mère est non porteuse, donc elle ne peut pas transmettre un gène muté.
Mais lors de ses grossesses, elle ne le savait pas. Et elle avait toujours cette angoisse de mettre au monde un enfant malade. Mon père, lui, est porteur sain. Il ne le savait pas. Il savait simplement à l'époque qu'il avait 2 sœurs malades, et donc une probabilité plus importante de transmettre la maladie à ses enfants. Mes parents ont eu 3 enfants. Ma mère ne pouvait pas transmettre un gène muté. Et mon père avait un risque sur 4, non, 2 risques sur 4, donc un risque sur 2 de transmettre son gène muté. Donc mes parents ont eu 3 enfants, 3 bicolores. Moi je suis là, j'ai hérité du gène muté de papa. La probabilité pour un couple d'avoir un enfant malade, eh bien en France, il y a près de 7000 malades et environ 2 millions de porteurs sains, et la plupart l'ignorent. Je fais partie de ceux qui savent car j'ai fait un test. Avant d'avoir des enfants, mon frère et ma sœur l'ont fait aussi, et dans la foulée mes parents et mes grands-parents ont fait cette prise de sang. Et donc ce gène muté, je l'ai hérité de mon père, il a reçu de ses parents. En fait, il fait partie de mon histoire familiale. Donc il ne me concerne pas uniquement en tant qu'individu, il concerne ma famille, il concerne l'histoire de ma famille. Mes parents, mes ascendants, comme mes descendants. Mes enfants aussi, je peux leur transmettre ce gène muté. On l'a vu, la mucoviscidose ne me concerne pas que moi à titre individuel, puisque je l'ai reçu, ce gène, et je le transmettrai probablement. Venons-en maintenant à la 3e partie, la mucoviscidose en Bretagne. Nous allons y traiter de l'incidence particulière, avec une question de recherche, des hypothèses, une méthode de travail et une base de données spécifiquement créée pour la recherche présente. L'incidence en Bretagne. En France, il naît un enfant malade sur 4900 naissances. En Bretagne, un enfant malade sur 3000 naissances. Ce qui en fait la région française où on rencontre le plus de malades atteints de mucoviscidose. Et dans le canton de Pouze-Védé, une étude avait été faite entre 1946 et 1972, ça date, et qui révélait une naissance d'enfants malades sur 377 naissances. Et en Bretagne, on voit bien que c'est dans le Finistère où l'incidence par département est la plus élevée de France. Il y a une naissance d'enfants malades sur 2200 naissances. La question est pourquoi? Pourquoi cette maladie est particulièrement fréquente en France, en Bretagne, dans le Finistère, dans le Nord Finistère? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est une coïncidence? Et puis, est-ce que si on vit en Bretagne, on est prédestiné à rencontrer de manière plus ou moins proche des malades? Voilà ce qui m'a taraudé pendant de nombreuses années. N'obtenant pas de réponse, j'ai débuté cette recherche. L'objectif est de situer le gène dans un contexte plus large que la famille, celui d'une dynamique de population. J'ai mené l'enquête pour savoir d'où venait la mucoviscidose en Bretagne. Et pour ce faire, j'ai élaboré 4 hypothèses, 4 affirmations pour lesquelles j'ai cherché des réponses. La première hypothèse, c'est qu'il existe des effets fondateurs que l'on peut dater et situer géographiquement. C'est-à-dire savoir qui sont les premiers porteurs de la mucoviscidose en Bretagne et
où ils se sont installés et quand. Deuxième hypothèse, les patients atteints de mucoviscidose et ayant des caractéristiques génétiques communes sont apparentés, font partie de la même famille. Troisième hypothèse, les unions des ancêtres des malades présentent des particularités, comme par exemple la consanguinité, qui pourraient expliquer la diffusion de la maladie. Et enfin, quatrième hypothèse, c'est que les différentes mutations se sont développées dans des zones géographiques limitées et s'y sont maintenues jusqu'à une période récente par le biais d'un avantage sélectif des porteurs sains. On y reviendra plus en détail tout à l'heure. Pour ce faire, j'ai développé toute une méthode de travail basée sur la généalogie. En fait, j'ai développé les arbres généalogiques des malades jusqu'au maximum des données fournies par l'état civil, dans l'espoir de trouver le couple commun à tous ces malades, notamment. Donc, comment j'ai fait pour développer les arbres généalogiques des malades? Dans un premier temps, je suis allée dans les hôpitaux, les centres de recherche et de compétences sur la mucoviscidose où sont soignés les malades. Je suis allée voir les généticiens. Et dans une base de données, j'ai noté tous les malades bretons avec leur date de naissance, leur lieu de naissance, leur mutation. À partir de ce moment-là, j'ai demandé une autorisation aux tribunaux de grande instance de Bretagne pour avoir accès aux données d'état civil de ces malades. Une fois obtenue cette autorisation, je suis allée dans les mairies demander les actes de naissance de ces enfants, de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents et des fois de leurs bisaïeuls. J'ai, pour faire tout ceci, eu une autorisation pour cette base de données de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, pour protéger toutes ces données sensibles. À partir de là, j'ai remonté la généalogie des malades sur environ 5 générations, un siècle. Et à partir de là, j'ai fait appel à des généalogistes bretons via les centres de généalogie. Et je leur ai dit, voilà, j'ai besoin d'aide. J'ai plus de 500 arbres généalogiques à remonter. Je ne peux pas le faire toute seule. J'ai 3 ans pour le faire. Est-ce que vous pourriez m'aider? Et là, il y a eu un élan de générosité incroyable. Il y a plus de 250 bénévoles qui m'ont aidé à remonter les arbres généalogiques des malades bretons. Ensuite, j'ai regroupé tous ces arbres sur Généatique dans une base de données et j'ai commencé à en faire l'analyse. J'en ai fait l'analyse grâce à des développeurs en informatique qui m'ont aidé à compulser ces données, à les nettoyer et à en ressortir des cartographies. Et enfin, j'ai communiqué dans un premier temps la recherche sur le Finistère et les Côtes d'Armor via une thèse de doctorat et un ouvrage, et via des communications comme aujourd'hui. Et suite à ça, de nouveaux projets se sont enchaînés, où il a fallu rechercher des données, etc. Voilà donc la méthode de travail que j'ai mis en place pour cette étude. Dans les faits, aujourd'hui en 2020, la population d'études représente 1419 parents nés en Bretagne. Pour 1315 d'entre eux, on a vraiment la mutation dont ils sont porteurs. J'ai une connaissance généalogique d'au moins 3 générations, mais en moyenne, j'ai 9 générations pour chaque parent de malade. Je suis partie des parents pour ma recherche parce que les malades sont porteurs de 2 mutations. Or, leurs parents ne sont porteurs que d'une mutation. Et donc, la population de référence de l'étude est de 853 parents porteurs d'une mutation de la mucoviscidose. Au niveau des méthodes d'analyse, j'ai commencé à analyser d'abord les généalogies ascendantes, c'est-à-dire que je suis partie des malades et j'ai remonté en direct les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, afin d'analyser la consanguinité et les effets fondateurs.
Puis, j'ai pris les généalogies dans l'autre sens. Pour étudier les réseaux de parenté, je suis partie des fondateurs en descendant jusqu'aux malades, pour analyser les cousinages, les choix de conjoints et les migrations. Et enfin, j'ai fait une comparaison statistique avec un groupe témoin pour valider s'il y a des particularités dans les familles malades ou pas. La base de données sur laquelle je travaille contient 1542 malades, 2707 porteurs sains et plus de 635 000 ascendants. Comme on la voit sur la carte, ce sont surtout des Bretons, puisque les malades à l'origine sont des malades suivis en Bretagne. Il y a 135 mutations différentes de la mucoviscidose, mais l'une d'entre elles, la F508 delta, 72% des porteurs sont porteurs de cette mutation, comme partout dans le monde. Et la deuxième, qui arrive numériquement, c'est la G551D avec 4% de porteurs. Et 1078 delta est la troisième avec 3%. Au niveau des outils d'analyse, je tout compulsé mes données dans Généatique, le logiciel bien connu de généalogie. J'ai aussi utilisé GenJ, qui est un logiciel libre qui s'appelle maintenant Ancestry. J'ai eu la chance, l'honneur d'avoir un logiciel spécifique qui s'appelle Granit Muco, qui a été développé notamment par Michel Moreau du Centre généalogique des Côtes d'Armor pour cette étude et pour pouvoir analyser ces données. Et enfin, j'ai utilisé GenLib, qui est un logiciel canadien. Et en 2004, comme je vous le disais, cette base de données a reçu la validation de la CNIL en tant que données spécifiques, puisqu'elle contient des données d'état civil et des données génétiques. Concrètement, sous Généatique, voilà comment ça se présente. On voit qu'il y a Joël, dont on a fait la connaissance tout à l'heure, et sa sœur Bernadette. J'ai noté leur nom, leur prénom, leur date de naissance, leur lieu de naissance avec le code INSEE, la région et le département. J'ai noté ici le statut. Est-ce que la personne est malade, porteur, non porteur, ou sinon je n'ai rien mis sur le statut. Ici on a le génotype, celui du papa en premier, un slash, celui de la maman ensuite. Et ensuite j'ai mis où était soigné le malade. Donc ici on voit qu'on a Joël, ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents en ascendance directe. Au niveau de l'analyse, je suis donc partie des généalogies ascendantes, où là on remonte en direct. Et donc pour l'analyse, les généalogies descendantes, où là on part d'un couple commun qui a dans sa descendance de nombreux malades. Passons maintenant aux résultats de l'analyse en matière de généalogie et de génétique. Dans un premier temps, nous avons recherché un effet fondateur qui correspond à notre première hypothèse, puis des apparentements génétiques entre les malades. Enfin, dans une troisième hypothèse, nous cherchions à analyser les unions. Nous avons travaillé sur l'endogamie de territoire et l'avantage sélectif que nous allons développer tout à l'heure. La recherche d'un effet fondateur. Comme on l'a vu, les arbres généalogiques des malades ont été développés jusqu'au maximum des données de l'état civil, dans l'espoir de trouver un couple commun à tous les malades porteurs d'une même mutation, un couple qui serait à l'origine de la diffusion de la mucoviscidose sur le territoire. Qu'est-ce qu'un effet fondateur? Un effet fondateur se produit lorsqu'une population d'origine migre pour créer une nouvelle population. Ce n'est pas toute la population qui se déplace, c'est seulement certains individus. Ce qui fait que la nouvelle population a des traits génétiques qui sont moins diversifiés. C'est le cas par exemple du Québec. Le Québec, il y a eu des grandes migrations, mais ce n'est pas
toute la population de la Terre qui est allée au Québec. C'est seulement un certain nombre d'individus qui a migré au départ. Et les traits génétiques de la population québécoise aujourd'hui, c'est la descendance des migrants initiaux et leurs traits génétiques sont moins diversifiés qu'une population ancestrale. En Bretagne, j'ai développé les arbres généalogiques des porteurs sains jusqu'au maximum des données fournies par l'état civil, dans l'espoir de trouver un couple commun à tous les porteurs d'une même mutation. Un couple qui pourrait être à l'origine de la diffusion de la mucoviscidose sur le territoire. Mais cet effet fondateur, comme on peut le voir sur ces cartes, je ne l'ai pas trouvé. En revanche, j'ai pu mettre en exergue des territoires sur lesquels vivaient les ancêtres des malades actuels. Sur la première carte, les ancêtres qui ont le plus de porteurs de la mutation F508 dans leur ascendance, on voit qu'ils vivaient principalement sur les zones occidentales et littorales de la péninsule armoricaine. Les parents, les ancêtres des parents des malades porteurs de la mutation G551D, on voit qu'ils vivaient principalement dans le nord du Finistère et des Côtes-d'Armor et en Cornouailles. Enfin, au niveau de la mutation 1078-DLT, on a une toute autre représentation. Ce sont des ancêtres qui vivaient donc en Cornouailles et dans le nord du Trégor. On ne peut donc pas parler d'un effet fondateur, car on est limité par la date de nos données qui s'arrête, au XVIe siècle, XVIe, XVIIe siècle. Or, les mutations sont sûrement venues en Bretagne bien avant. Néanmoins, on peut localiser géographiquement les ancêtres communs ayant le plus de malades dans leur descendance. Et lorsque l'on met les communes qui ont le plus de malades dans leur descendance sur une carte, on peut voir que l'on est essentiellement sur des communes littorales du Nord Finistère ou dans le Sud Finistère. On a vraiment une implantation spécifique. Au vu des cartographies élaborées et de notre connaissance des marqueurs génétiques des deux côtés de la Manche, il est difficile de ne pas mettre en relation la surreprésentation de la mucoviscidose dans l'ouest de la Bretagne et les phénomènes d'immigration en provenance des îles britanniques. On peut émettre l'hypothèse que les Irlandais aient pu s'installer dans le Bas-Léon, où l'on retrouve la mutation G551D chez de nombreux porteurs, et c'est aussi le lieu de vie de leurs ancêtres. Dans le monde, à notre connaissance, on a identifié la mutation 1078-DLT qu'au Pays de Galles et en Cornouailles armoricaine. Il y a donc certainement un lien qui s'est établi entre ces deux régions. Nous n'avons pas de données sur les mutations CFTR en Cornouailles britannique, mais on peut aussi imaginer qu'ils aient pu s'installer en Cornouailles armoricaine. On peut donc émettre l'hypothèse d'origine différente des populations, ce qui pourrait expliquer la disparité régionale que l'on retrouve chez les ancêtres des malades actuels. On comprend alors que les phénomènes génétiques, biologiques, sont à relier aux phénomènes historiques et aux faits sociaux des mouvements de population. Et on peut dire que les malades atteints de mucoviscidose et ayant des caractéristiques communes sont apparentés. Mais en analysant plus finement la situation, cette affirmation est à nuancer.
Les cousins à la mode de Bretagne, ce n'est pas qu'une légende. Les apparentements sont très fréquents, et ce, peu importe la mutation du porteur. Au niveau des apparentements éloignés, la proportion des paires d'individus partageant au moins un ancêtre commun augmente entre la 7e et la 11e génération. En effet, les malades, par exemple ici de la mutation G551D pour laquelle nous avons 30 généalogies, eh bien 90% de ces porteurs sont apparentés. Mais ils sont aussi apparentés par d'autres chemins généalogiques avec d'autres porteurs de d'autres mutations. Je vous dis cela pour éviter de faire des raccourcis. Les arbres généalogiques, comme vous le savez, les liens sont multiples et le gène a pu passer par une branche ou par une autre. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a énormément d'apparentement entre la 7e et la 11e génération. Passons maintenant à l'analyse des unions. Dans une troisième hypothèse, je me suis demandé si les unions des ancêtres des malades n'avaient pas des particularités qui expliqueraient que la maladie se soit diffusée. Je pensais notamment à la consanguinité, puisque de nombreuses personnes ont attribué les taux de mucoviscidose en Bretagne à la consanguinité. Je me suis ainsi intéressée à l'âge au mariage et au remariage. Pour commencer, une petite définition. Un individu consanguin est le fruit d'une union entre deux individus apparentés. Il est clairement admis que la consanguinité augmente le nombre de gènes identiques et qu'elle peut avoir des conséquences aussi bien positives que négatives. Elle est régulièrement utilisée pour évoquer la fréquence élevée de la mucoviscidose. Ceci étant dit, j'ai cherché à calculer les risques en cas de consanguinité avérée. L'objectif étant de savoir à quel degré la consanguinité n'intervient plus franchement à la hausse en termes de risque. Concrètement, à partir d'une union entre apparentés au-delà du 4e degré, le risque d'avoir un enfant malade tend à se rapprocher de celui rencontré dans la population générale. En ce sens, on peut dire que le 4e degré de droit canon me paraît une bonne frontière entre consanguinité proche et consanguinité éloignée. Sur 1541 patients atteints de mucoviscidose, 7 sont issus d'une union entre individus apparentés jusqu'au 4e degré. Autrement dit, 5 d'entre eux ne sont pas porteurs d'une même mutation. Autrement dit, peu de malades sont homozygotes du seul fait des unions consanguines proches. On ne peut pas incriminer la consanguinité proche pour justifier l'incidence de la mucoviscidose en Bretagne. En revanche, il y a énormément d'apparentements éloignés entre le 7e et le 11e siècle. Ce qui nous fait dire qu'il y a une forte endogamie de territoires. On y reviendra dans la prochaine partie. Ainsi, en Bretagne, il faut retenir que les mariages consanguins ne constituent pas un facteur clé pour expliquer les cas de mucoviscidose, et ce d'autant plus que leur fréquence n'a rien d'exceptionnel. Ce sont bien les apparentements éloignés qui ont pu être déterminants dans l'expansion des gènes CFTR en Bretagne, et plus encore dans le Finistère, dans la mesure où celui-ci était déjà très présent dans la population. Autre particularité matrimoniale, l'âge au mariage. Dans notre corpus global, il est resté relativement stable pendant 500 ans. En moyenne, l'homme se marie à 27 ans et la femme à 23 ans. Alors qu'en France, il est de 27 ans pour les hommes et 25-26 ans pour les femmes. Cet âge au mariage différentiel, par ses conséquences sur la fécondité, peut être une autre explication de la diffusion importante d'un gène récessif.
Veuvage et remariage sont monnaie courante jusqu'au XXe siècle. Sur l'ensemble des remariages de notre corpus, soit plus de 21 000 remariages renseignés dans la base de données, 62% concernent les hommes et 38% les femmes. Au niveau de l'âge, après 40 ans, 69% des hommes se sont remariés contre 33% des femmes. Et on peut ajouter que malgré l'espérance de vie plus réduite des hommes, ces derniers se sont pourtant plus mariés que les femmes après 60 ans. Ainsi, le nombre de remariages plus important chez les hommes et leur capacité à procréer plus longtemps sont deux facteurs qui pèsent en termes de reproduction dans la balance génétique, surtout en terrain propice. Notre dernière hypothèse stipulait que les mutations se sont développées dans des zones géographiques limitées. On parle alors, pour les individus, d'endogamie de territoire. L'endogamie, c'est le fait de naître, se marier et vivre au même endroit. Cette carte nous expose les lieux où vivaient les couples qui sont nés, mariés et décédés dans la même commune. Et elle est à mettre en relation avec la carte des lieux de mariage des couples communs à plusieurs porteurs. On voit ici les deux cartes mises en relation. Les points communs sont très nombreux. Prenons un exemple. Sur cette carte vivait un couple qui a plus de 85 porteurs de la mutation F508 dans sa descendance. Voilà où ils vivaient il y a 11 générations. Voilà où vivaient leurs descendants il y a 10 générations, 9 générations, et 8 générations, 6 générations, 5 générations, 4 générations, 3 générations, 2 générations, jusqu'à aujourd'hui. Ces cartes témoignent en faveur d'une stabilité géographique, d'un enracinement local jusqu'à une période récente. Et d'une manière générale, on peut dire que les échanges matrimoniaux les plus denses se font dans un rayon ultra limité de 5 à 10 km. Autrement dit, limités dans des espaces bien spécifiques, les généalogies familiales reconstruites alimentent la chronique de la reproduction génétique, notamment à travers les formes de l'alliance en milieu endogame. Et cet enracinement local a pour conséquence de réduire la diversité génétique par des apports extérieurs. L'avantage sélectif. Voilà un sujet passionnant et qui fait débat au sein de la communauté mucoviscidose. Y a-t-il un avantage à être porteur sain des mutations de la mucoviscidose? Eh bien, pour le savoir, nous avons fait un calcul théorique, nous avons des hypothèses et puis nous verrons si les porteurs sains vivent plus vieux. Qu'est-ce qu'un avantage sélectif? Dans le cas de la girafe, par exemple, le fait qu'elle ait un grand cou s'explique par son évolution. En effet, le caractère grand cou entre guillemets était un avantage sélectif car il permettait aux girafes le possédant de mieux se nourrir en leur permettant d'atteindre les hautes feuilles d'arbres. Les individus le possédant ont donc été plus aptes à survivre et par conséquent se reproduire et ont ainsi pu transmettre ce caractère avantageux à leur descendance. Une hypothèse avancée pour expliquer le maintien d'un gène détériorant et qu'il apporterait un certain avantage sélectif aux porteurs sains. J'ai fait le calcul. Ce résultat signifie que les hétérozygotes sont avantagés par rapport aux homozygotes et que cet avantage est de 2%. Autrement dit, pour une génération donnée, ceci est à comprendre
ici comme un avantage de près de 2% qu'ont les porteurs sains par rapport aux non-porteurs de transmettre leur patrimoine génétique à la génération suivante. Et cet avantage génétique conféré aux porteurs sains pourrait expliquer l'expansion de la reproduction et le maintien de la fréquence des allèles pathologiques autour de 2%. Les hypothèses sur les causes de cet avantage sont nombreuses. À ce jour et dans la limite de mes connaissances ont été réfutées la grippe, la mucoviscidose, la tuberculose, le choléra et la fièvre typhoïde. L'hyperfertilité des porteuses saines ou porteurs sains a aussi été écartée. En effet, cet avantage de 2%, c'est un avantage par génération. Ça a pu se produire à un moment donné de l'histoire, mais ça peut ne plus se produire maintenant. Pour ma part, en m'appuyant sur la base de données généalogie et mucoviscidose, j'ai testé la résistance au typhus. Le typhus épidémique a été introduit à Brest par des marins à partir de 1730. Pour ma part, j'ai choisi la commune de Kerlouan pour tester la mortalité lors du pic de décès de 1776. Pour ce faire, j'ai comparé une série générale d'individus issus des registres paroissiaux à une série généalogique d'ancêtres de patients atteints de mucoviscidose et mentionnés dans la base généalogie et mucoviscidose à la même période. Et j'ai conclu qu'il n'y a pas d'écart de mortalité face au typhus dans les deux bases. Donc le gène CFTR n'interviendrait pas dans le sens d'un avantage sélectif face au typhus. Néanmoins, l'âge moyen au décès m'est apparu comme significatif. L'âge moyen au décès m'est apparu comme significatif. En effet, à la suite de ces calculs, je me suis rendu compte que les ancêtres des malades de la mucoviscidose ont un âge moyen au décès supérieur de 4 ans pour les hommes et de 1 an pour les femmes par rapport aux autres individus. Concrètement, j'ai calculé un âge moyen au décès selon le sexe dans les deux échantillons et l'écart d'âge moyen de décès est globalement de 5 ans dans la base généalogie et mucoviscidose par rapport à la base témoin. Et cet écart, compte tenu de l'importance de l'échantillon, peut être considéré comme fiable et significatif. Néanmoins, cette étude est limitée car elle ne concerne que les conjoints du Finistère mariés entre 1820 et 1840. Il y a donc peut-être un biais de sélection où cette étude mérite d'être poursuivie. En conclusion, on peut dire que l'origine de la mucoviscidose en Bretagne est liée à des apparentements génétiques entre les malades, qu'il n'y a pas d'effet fondateur vérifié, mais que des nouvelles hypothèses liées au peuplement de la Bretagne ont émergé. Il y aurait donc eu des grandes migrations entre le IIIe et le VIIe siècle, lors desquelles des populations se seraient installées dans des zones géographiques spécifiques. À partir de là, il y a eu un modèle de diffusion qui a été prolifique avec des unions fécondes, une grande permanence sociale, sans doute un avantage sélectif des porteurs sains, mais on ne sait pas quand, et très peu de consanguinité proche. En conclusion, je dirais donc que les progrès de la génétique et des bases de données généalogiques permettent aujourd'hui d'éclairer l'histoire des maladies. Cette étude a permis de développer quelques connaissances sur l'origine géographique et démographique de la mucoviscidose en Basse-Bretagne. Autrement dit, l'existence d'une concentration localisée d'allèles rares est due à l'histoire collective du peuplement de la région et au comportement socio-démographique des hommes qui fait qu'encore de nos jours, les gènes sont très présents dans la population. La généalogie, associée à la génétique, permet de tracer l'histoire biologique des êtres vivants. Réunies, ces deux disciplines décrivent les chemins par lesquels le patrimoine génétique a été transmis au fil des générations. On a alors un lien entre des connaissances très modernes, techniques, avec le passé des individus, l'histoire des populations. Au niveau des perspectives,
Pour le malade et la famille, cela représente une approche collective et non plus individuelle de la maladie. C'est un outil de soutien psychologique et un support de communication. Dans les centres de soins, l'arbre généalogique est un élément du dossier médical. C'est un repère pour le dépistage. Et c'est aussi un support d'information sur la transmission des gènes. Au niveau des perspectives, il serait intéressant de mettre en perspective ces résultats avec les situations anglo-saxonnes et québécoises, car au Québec, sur les rives du lac Saint-Jean, il y a aussi énormément de malades atteints de mucoviscidose. On peut se poser la question de migration de Bretons vers cette région du Québec. Les recherches sur l'avantage sélectif sont aussi à poursuivre. Et enfin, on peut extrapoler cette recherche à d'autres maladies, comme particulièrement fréquentes en Bretagne, telles que l'hémochromatose ou la luxation congénitale de la hanche. Au niveau des perspectives, pour en tirer un enseignement, je voudrais revenir à l'histoire individuelle. En 1996, une petite Aella est née à Paris, de 2 parents bretons. Elle n'allait pas bien. Ventre gonflé, des diarrhées, de la fièvre, des glaires, et elle toussait beaucoup. Quelques mois après sa naissance, le diagnostic est tombé. Gène rouge. Mais si elle est malade, c'est que ses 2 parents sont porteurs. Moi, je suis porteuse, car mon papa est porteur. Et ma grand-mère, et mon arrière-grand-père, et mon arrière-arrière-grand-père. Sauf que cet arrière-arrière-grand-père avait une sœur. Il y a eu une fille. Il y a eu une fille. Il y a eu un fils. Si vous avez suivi, ce fils est le papa de la petite Aella, née à Paris en 1996, où le dépistage néonatal n'était pas encore généralisé. Me voilà donc avec une cousine à la mode de Bretagne, qui est elle aussi atteinte de mucoviscidose. Quand j'ai appris ça, je me suis vraiment questionnée sur l'enseignement qu'il y avait à en tirer. J'en ai conclu que c'est sur les porteurs sains qu'il faut travailler. Car les recherches et les informations sur les porteurs sains restent peu nombreuses. Or, c'est par eux que se transmet la maladie. Nous l'avons vu tout au long de cette recherche, les comportements matrimoniaux, reproductifs et migratoires des hommes déterminent de manière indélébile et à long terme la fréquence de certains gènes. Et ce sont des normes, des interdits et des stratégies de prévention qui peuvent par la suite en régler l'expression. Il y a aujourd'hui en France plus de 2 millions de porteurs sains qui peuvent transmettre la maladie. En partant d'une histoire individuelle, j'ai voulu vous montrer que l'on est tous le fruit d'une histoire collective, que nos gènes sont liés à l'histoire d'une population et qu'ils font partie de notre patrimoine. En espérant que cette présentation aura éclairé mon propos et ma démarche, je vous remercie de m'avoir invité chez vous aujourd'hui. Je remercie aussi mesdames Arnold Gauthier, Jovanovic Floricourt, le JUEZ et la Fédération française de généalogie pour leur invitation. Messieurs Jean-François Pellan et Jean-Claude Leblois de l'Union généalogique de la Bretagne historique, ainsi que tous les partenaires, les patients, leurs familles, les chercheurs et les soignants, les secrétaires de mairie qui m'ont beaucoup aidé, la Fondation ILDIS, l'UVSQ, l'INED, l'INSERM. Et surtout les centres de généalogie et leurs bénévoles sans lesquels cette étude n'aurait pu voir le jour. Et bien sûr, je vous remercie vous aussi qui avez suivi cette présentation jusqu'ici.